Bonjour. Suite au TD de sensibilisation en créativité, en inventivité que vous avez eu en appliquant la méthode TRIZ, nous vous proposons, via cette courte vidéo, un peu d'historique et d'explication par rapport à la méthode TRIZ. Vous vous demandez sûrement, mais d'où viennent les principes? Les principes dépendent d'une théorie qu'on appelle TRIZ. TRIZ est un acronyme russe qui peut se traduire en français par théorie de résolution des problèmes inventifs. Commençons par un problème qui s'est posé au siècle dernier. Si vous devez épépiner 3 poivrons, vous le ferez dans votre cuisine. Si vous devez épépiner 10 000 poivrons, se pose un problème, il faut sans doute imaginer une solution industrielle. Ce problème a été étudié dans les années 40 et en 1945, un brevet pour le traitement des poivrons a été déposé. Ce brevet consiste à mettre les poivrons dans une étuve et puis faire lentement augmenter la pression dans cette étuve. La pression va donc augmenter progressivement à l'extérieur du poivron, mais aussi à l'intérieur en passant par des petits interstices à ce niveau-là. L'idée principale consiste, une fois que la pression est élevée, à détendre d'un coup la pression, ce qui ne permet plus le passage inverse, puisque c'est rapide, et à ce moment-là, la pression éjecte l'ensemble des pépins des poivrons. Il ne reste plus qu'à les séparer pour ensuite les traiter industriellement. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'idée, c'est faire monter lentement la pression, puis de la baisser soudainement. Eh bien, cette idée réapparaît 5 ans plus tard, sur un autre brevet, un brevet pour l'extraction de graines de cèdre, où l'on utilise exactement le même principe pour pouvoir séparer la graine de sa coquille. 27 ans plus tard, on retrouve un brevet déposé pour fracturer les diamants artificiels. Il s'agit de placer les diamants dans une chambre sous pression et également de lentement augmenter la pression, ce qui va permettre à l'air de s'insérer dans des micro-fractures. En relâchant directement cette pression, les diamants sont fracturés en petits morceaux. On remarque, si on étudie l'ensemble des brevets déposés, que cette idée réapparaît au fur et à mesure, d'abord sur les premiers brevets pour les poivrons, mais également pour les graines de tournesol, les graines de cèdre, pour nettoyer des filtres, pour enlever d'un coup différents papiers de protection autour de produits, pour séparer les diamants, et puis on retrouve, 27 ans après, encore, d'autres brevets déposés plus récemment pour produire du sucre en poudre à partir de gros cristaux de sucre, ou pour dépulper du papier de manière explosive. On retrouve toujours cette même idée qui réapparaît dans les brevets sur des cas d'application différents. Faire monter lentement la pression, puis la baisser soudainement. Alors si on va un petit peu plus haut que cette idée, si on essaye de gérer un espèce de schéma qu'on retrouve dans l'ensemble de ces brevets, finalement ce schéma, on pourrait le résumer ainsi, c'est stocker l'énergie, puis la relâcher rapidement. Si on essaye de regarder un autre schéma dans d'autres brevets, on peut, en regardant les brevets qui ont été déposés pour stériliser des pommes de terre, pour découper des tubes en plastique ou pour stériliser le lait, remarquer que finalement les solutions sont équivalentes à partir du moment où on s'extrait des paramètres techniques du système. Dit autrement, ici, le même schéma. Une action rapide à forte intensité, grande vitesse et haute température, permet de déposer des solutions. Les pommes de terre exposées un court moment à une flamme de 500 à 800 degrés ça va tuer les bactéries sans affecter l'intérieur de la pomme de terre. Une découpe à grande vitesse permet de ne pas déformer la pièce lors de l'usinage en réduisant les efforts de coupe. Et une impulsion à haute température permet de stériliser tout en gardant les principes actifs. On a donc le même schéma qui a donné lieu à des dépôts de brevets. Finalement, une étude de ces brevets de l'ensemble des brevets, a permis d'extraire 40 principes. C'est ces 40 principes que nous avons proposé d'utiliser en cours.
D'où viennent ces principes? Donc ces principes viennent d'une théorie. Cette théorie s'appelle TRIZ. TRIZ est un acronyme russe. Et cette théorie est faite pour innover dans la résolution de problèmes techniques. La méthode TRIZ finalement correspond à un des nombreux outils de créativité. Ici on parle d'inventivité plus que de créativité puisque cette méthode repose sur un postulat scientifique. La science va tout résoudre. Et ne propose pas forcément de méthodes liées à l'innovation, mais surtout à l'inventivité technique. Donc TRIZ permet l'inventivité par une méthode rapide et systématique, et l'idée de son fondateur, c'est qu'elle soit accessible à tous. C'est une approche structurée de la résolution de problèmes, par opposition à l'approche du brainstorming, par exemple, qui dépend de rebonds, dans lequel il n'y a pas de structure. Elle est dérivée d'une étude qui porte sur plus de 200 000 brevets. Elle est basée, donc des brevets de 1900 à 1990, on va dire. Elle est a priori plus puissante et vaste que le brainstorming et elle permet sans doute de sortir d'un cadre classique de conception. Elle repose donc sur l'inventivité. L'inventivité, qu'est-ce que c'est finalement? On peut essayer de comparer le degré d'inventivité nécessaire. On parle de niveau d'inventivité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le nombre de solutions à considérer dépend du type d'innovation, du type de résolution de problème. Lorsqu'on parle d'amélioration continue ou d'innovation incrémentale, qui correspond à 80% des problèmes à résoudre en entreprise, on peut se baser sur les connaissances mobilisables par un individu ou une équipe. Lorsque par contre on doit définir une innovation de rupture, ou améliorer un nouveau concept ou une amélioration majeure, à ce moment-là, on montre que les connaissances à mobiliser sont énormes et ne sont pas forcément, il n'est pas forcément possible de les mobiliser à l'échelle d'une équipe d'entreprise. C'est là que TRIZ a tout son intérêt puisque on voit que lorsqu'on va vers la recherche d'une solution qui apparaît rapidement ou d'une amélioration mineure, qui correspond à la plupart des résolutions de problèmes en entreprise, nous n'avons pas besoin de TRIZ. Par contre, TRIZ permet d'aider à la démarche, on va dire, de conception, d'aller vers de meilleures solutions, un peu plus innovantes ou plus inventives, lorsqu'il s'agit d'une amélioration majeure ou d'un nouveau concept. Le père de cette théorie TRIZ, c'est Heinrich Altschuler, né en 1926. Rapidement, on peut voir qu'il a déposé son premier brevet à l'âge de 16 ans, que suite à ça, il a intégré la marine russe en tant qu'ingénieur sur des solutions innovantes. Il a pu commencer à voir qu'effectivement, résoudre des problèmes, c'était lever des contradictions. Et à la suite de ses premiers fondements de la théorie TRIZ, il est allé voir Staline pour lui expliquer. Ce qui fait que Staline a eu un petit peu peur de son ingéniosité et l'a exilé au goulag. Ce n'est que à la suite d'années de goulag qu'il a pu reprendre son étude, l'étude systématique des brevets, dans l'optique de la diffuser, de la rendre gratuite et de diffuser l'ensemble de ses méthodes pour donner à chacun les possibilités d'être inventif. Donc ce qui correspond en 1968 à la diffusion de TRIZ en Russie. Et il a fallu attendre les années 90 pour que cette théorie TRIZ se diffuse dans des groupes multinationales d'entreprises et autres. Alors, qui utilise TRIZ aujourd'hui? On peut citer beaucoup d'entreprises multinationales, IBM, Kodak, Procter & Gamble, Samsung, Chanel, donc dans des domaines très très variés, notamment l'automobile également, l'aéronautique. Kodak a par exemple, en utilisant TRIZ, développé l'emblématique flash anti-yeux rouges. Le coréen Samsung a pu économiser 4 $ par appareil sur l'un de ses composants de lecteur DVD. Ou plus récemment, Chanel a pu fabriquer un flacon de parfum qui s'appelle Gabriel avec des parois en verre très très fines qui jusqu'à présent ne pouvaient pas se fabriquer en grande série. Alors 3 idées fortes qui reviennent sur cette théorie. Les mêmes problèmes avec les mêmes solutions se répètent dans le monde scientifique et industriel. Les mêmes tendances d'évolution technique se répètent dans les produits que nous utilisons. Et enfin, les grandes innovations surviennent lorsque des avancées ou des phénomènes scientifiques sont appliqués hors de leur champ d'application initial. La théorie TRIZ repose sur passer d'un problème concret à un domaine abstrait.
Donc ça repose sur une abstraction qui consiste à reformuler votre problème via un prisme d'abstraction qui dit autrement, on va reformuler le problème en utilisant un vocabulaire spécifique TRIZ qui va permettre à partir de ce vocabulaire spécifique on va dire, de retrouver un cas connu et de se rebaser sur des solutions, mais qui ne sont pas vraiment des solutions, ce sont des principes qui ont déjà fait leur preuve dans les mêmes cas de cas connus. À partir de ces principes ou de ces solutions, il faut repasser par un prisme représentant un effort de créativité, une interprétation qui vous permettra de passer d'un principe abstrait à une solution concrète qui répond à votre solution. Pour mieux comprendre, si on prend un modèle simplifié, bien sûr, qui correspondrait à résoudre une équation, on peut résoudre cette équation directement en faisant des essais-erreurs, x égale, qu'est-ce que ça donne, ou par un brainstorming, en regardant x égale, qu'est-ce que ça donne, ou sinon, on peut avoir quelque chose de plus structuré qui correspond à remodéliser un problème connu, appliquer un modèle de solution à ce problème connu, et ensuite l'appliquer à notre problème concret. Bien sûr, cet exemple caricature fortement puisque ce modèle de solution ici paraît très simple à appliquer. C'est souvent là où on vous demande un effort de créativité. Alors, si je reprends deux principes forts de TRIZ, finalement, on les revoit ici. Tendances d'évolution sont les mêmes de produit en produit. On passe de quelque chose qui est rigide à quelque chose qui est souple ou plus mobile. Et puis ensuite, pour enlever les systèmes mécaniques et se baser sur des systèmes de flux ou optiques ou acoustiques. Deuxième chose qu'on retrouve souvent dans TRIZ, c'est la résolution de contradictions. Plutôt que si on veut augmenter la performance d'un paramètre A, souvent on doit diminuer la performance d'un autre paramètre B. Et donc TRIZ propose de faire une rupture et de ne plus se baser sur ce modèle entre A et B pour pouvoir augmenter les performances des paramètres A et les performances des paramètres B en même temps. Alors, la résolution de contradiction, c'est une des méthodes de TRIZ qui correspond à refuser le compromis. Si on prend une poutre soumise à un effort, on peut la rendre légère, mais à ce moment-là, elle sera moins rigide. Et on peut la rendre très rigide, mais à ce moment-là, elle sera plutôt lourde. Et donc, l'idée de TRIZ, c'est de refuser le compromis. Vraiment de refuser le compromis. Et donc de trouver un moyen qui permet de combiner une structure légère avec une rigidité accrue. Deux types de contradictions. Quand on parle de contradiction, on peut parler de contradiction technique. Lorsque dans un système, on améliore une caractéristique et qu'une autre se trouve détériorée. Par exemple, si la vitesse augmente, ma consommation va augmenter. On est sur deux paramètres différents. Et puis, on distingue une contradiction physique quand elle oppose directement l'état ou la valeur d'un même paramètre physique. Exemple pour la température. La température d'une poêle sur une zone doit être chaude pour assurer la cuisson, mais doit également être froide sur une autre zone pour assurer la préhension. Donc elle souligne l'opposition en mettant en évidence le caractère impossible de la situation. Ici, la poêle doit être à la fois chaude et froide. C'est donc une autre méthode qui permettra d'apporter des solutions à des contradictions physiques. Si on prend la résolution de contradictions techniques, on peut donner des exemples de contradictions. Lorsqu'on prend un operculage d'un pot de yaourt, par exemple, on veut que le scellage soit résistant pour assurer une étanchéité, un transport, mais également peu résistant pour faciliter l'ouverture. Sur une structure mécanique, comme on veut souvent qu'elle soit légère, mais également la plus rigide ou résistante mécaniquement. Les paramètres de conception donc, sont au nombre de 39. Ils sont utilisés lorsqu'on essaye de reformuler une contradiction technique dans le cadre de TRIZ. On peut distinguer les paramètres physiques et géométriques comme le volume, la force, la forme. Des paramètres négatifs indépendants, où on retrouve le gaspillage, la quantité de substance, les facteurs nuisibles, et des paramètres positifs indépendants, fiabilité, précision, usinabilité ou manufacturabilité, productivité, complexité. L'idée est donc de prendre une caractéristique à préserver, prendre une caractéristique à améliorer, par exemple la vitesse, tout en préservant une autre. Lorsqu'on augmente la vitesse, on ne veut pas que l'énergie perdue soit augmentée.
Donc on va utiliser une matrice qui va nous aiguiller sur les principes qui ressortent de l'analyse des 200 000 brevets. Lorsque on a eu ces paramètres en contradiction, souvent des solutions de brevets sont apparues sur, par exemple, en appliquant le principe de sphérécité, de continuité d'une action utile, d'action périodique ou de modification des paramètres. Ce cours est terminé. Qu'est-ce qu'il en faut en retenir? Eh bien, nous retiendrons que TRIZ est une méthode d'inventivité basée sur des informations contenues dans les brevets, que la méthode de résolution des contradictions techniques que nous utilisons en TD est une partie seulement des outils méthodes proposés par TRIZ, il en existe beaucoup d'autres, et que cette méthode se base sur une reformulation du problème pour aboutir à un refus des solutions de compromis en suivant des principes aiguillés par la méthode de TRIZ. Merci, à bientôt.